Après 11 jours de voyage et près de 13 000 km en train, nous voici donc à Vladivostok. Nous allons continuer notre périple en rejoignant Pékin en Chine. Pour cela, nous allons passer par Harbin, capitale de la Chine du Nord, Tongliao en Mongolie intérieure, puis prendre la Jitong Line, ligne entièrement exploitée à vapeur, en passant par Galadositai, puis Datong et Pékin. Nous quittons Vladivostok le lundi 7 octobre vers 22h30. Nous prenons un express international. C'est certainement le plus lent, car nous allons mettre près de 36 heures pour couvrir les 800 km qui séparent Vladivostok à Harbin, capitale de la Chine du Nord. Nous sommes à Ussurik, gare de bifurcation entre la ligne du Transsibérien et la ligne de Harbin en Chine. Notre voiture-lit, Vladivostok-Harbin, a été décrochée d'un grand express dans cette gare. Nous avons attendu toute la nuit une autre voiture en provenance de Khabarovsk. Ainsi recomposé, notre train repartira vers 8h20 à destination de Grodekovo, dernière ville russe avant la Chine. Nous allons maintenant vers l'ouest. Notre train, composé de 5 voitures, ne dépassera pas les 60 km à l'heure. Nous traversons une région qui a été longtemps interdite. 4 de plus construites par Dalia. Nous arrivons à Grodekovo, dernière ville russe, 5 heures d'arrêt. Nous devons descendre notre voiture-lit pour passer la douane. Une grande activité marchandise internationale règne dans cette petite gare. Un élément triple de tambour de la taïga manœuvre une rame lourdement chargée. Cette fois, ça y est, nous venons de quitter la Russie. Il est environ 17h30 lorsque notre train quitte Grodekovo pour Suifen, première petite ville chinoise. C'est à Suifen que nos 2 voitures russes vont passer en atelier pour récupérer des bogies à essieu standard européen. Après une dernière nuit passée dans nos voitures-lits russes, nous voici à Harbin. Cette ville est la capitale de la province du Heilongjiang. Il y a 9 millions d'habitants à Harbin. Nous allons faire honneur à une des plus grandes cuisines du monde, la cuisine chinoise. Ses plats sont merveilleux et ses mets sont succulents. La carte de ce restaurant, comme beaucoup d'autres, est uniquement en chinois. Et c'est pratiquement au hasard que nous avons commandé tous ces plats, merveilleusement préparés par le chef. Nous nous sommes régalés et avons fait honneur à sa cuisine. Il ne restera plus rien. Jadis paisible village sur la Songhua-he, Harbin est maintenant une grande ville industrielle.
Jeudi 10 octobre, nous partons de Harbin avec un grand rapide à réservation obligatoire jusqu'à la gare de Simping. Puis nous prendrons un express à traction diesel jusqu'à Tongliao en Mongolie intérieure. Nous avons retrouvé la traction électrique. Le rapide Harbin-Vuang file plein sud à 120 km/h. Comme tous les trains chinois, celui-ci est bondé, mais la réservation est obligatoire, donc tout le monde est assis. Il y a 5 places de front. Les Chinois font beaucoup de bruit et à peine partis déballent leur victuailles. Nous arrivons sur la ville de Changchun. Ils construisent tout un quartier d'un seul coup. Nous voilà à Simping, gare de correspondance avec Tongliao. Nous sommes étonnés de la modernité de leur dernière locomotive électrique. Voici notre express pour Tongliao. Nous allons maintenant vers l'ouest, et plus les kilomètres passent, plus le paysage devient désertique. Nous arrivons à Tongliao vers 16 h. Cette ville est immense, mais ne figure pas sur les guides. Nous sommes dans la province de la Mongolie intérieure. Nous allons donc déguster le plat principal, la fondue mongole. Ce fut un véritable festin haut en couleur et en saveur, le tout pour un prix dérisoire. Bon, je suis peut-être un peu en pause, c'est vrai que c'est moi qui ai voulu en manger. Mais il faut faire attention, lorsque c'est rouge, c'est épicé. C'est vrai qu'il y a des œufs par Ils n'étaient pas spécialement crades ceux qui étaient là avant. Voilà, tous les plats sont vides. Nous avons donc mangé la chinoise. Ouais, finalement. La nuit, les rues de Tongliao sont étincelantes de couleurs. Une des artères principales de Tongliao est la place de la gare. Vendredi 11 octobre. Nous allons partir par la Jitong Line à direction de Galatasaray. Cette ligne de 943 km traverse les paysages semi-désertiques de la Mongolie intérieure. Nous empruntons l'unique express qui parcourt cette ligne. Nous sommes à Zelimou, à environ 10 km de Tongliao. L'engin moteur thermique est remplacé pour, tenez-vous bien, une machine à vapeur. En effet, cette ligne est exploitée à 100% à vapeur entre Zelimou et Jinang.
Cette ligne sert au chemin de fer chinois d'itinéraire bis pour transporter le charbon des montagnes vers la mer. Les paysages semi-désertiques de la Mongolie. Nous allons arriver à Keiluu, premier relais traction. Afin d'agrémenter notre voyage, nous allons entamer une partie de crapette. Tiansam vers 16h15. C'est le deuxième relais traction. Nous sommes bien en 2003 et la Jitong Line est le dernier lieu au monde où nous pouvons observer de tels mouvements de machines à vapeur. Plus tard dans la soirée, nous avons dégusté l'excellente cuisine de la voiture-restaurant. Samedi 12 octobre, nous sommes à Galatositaï. Ce gros village, à 1000 mètres d'altitude, est dans les montagnes de la Mongolie chinoise. Il est aussi sur la Jitong Line, au pied du Jipeng Pass. Ces boucles ferroviaires, dans ce paysage quasi lunaire, sont mondialement connues. Ce site est privilégié des photographes du monde entier. Tout au long de la journée, nous allons pouvoir observer dans ces boucles ferroviaires le passage incessant des doubles tractions de machines à vapeur remorquant de lourds convois de charbon. Greg et Christopher sont partis au petit matin, crapahutés dans la montagne, afin de faire le cliché le plus précieux du monde. Mais les conditions sont extrêmes. Un vent violent et glacial fait voler le sable de la vallée.
Nous avons une vue idéale des boucles du Jipeng Pass depuis les chambres de notre hôtel. Nous voici devant la gare de Galatosytaï. Au retour, nous assistons au passage de 2 trains à proximité du passage à niveau. Dans l'après-midi, bien au chaud dans la chambre, nous observons encore le passage de nombreux convois. Je fais une photo très longue. Nous partons le soir même de Galatosytaï pour Datong avec l'unique express journalier.
Nous avons encore 516 km à effectuer en vapeur sur la Jitong Line. Nous avons passé la nuit dans ce que les Chinois appellent le coucher dur. Nous voici à Chengdu. C'est le plein d'eau pour la locomotive. Nous sommes le dimanche 13 octobre. Il fait un temps magnifique dans cette région. La rame de l'express C1053 est composée de 2 voitures couchettes, une voiture restaurant et de 3 voitures en place assise. Nous voici à Benong. Dernier relais traction pour notre train. La locomotive à vapeur va laisser la place à une locomotive diesel. Nous descendons de l'express à Jining, son terminus. Nous profitons de cette petite pause pour déjeuner au restaurant avant d'emprunter l'express pour Datong. Celui-ci est surchargé. Nous avons testé une opération sardine dans un train chinois. Nous allons passer une nuit dans cette grande cité de Datong. Juste le temps de déguster entre autres ce merveilleux poisson la sauce aigre douce. Il ne résistera pas longtemps à nos coups de baguette. Nous touchons près du but, nous ne sommes plus qu'à 400 km de Pékin. Nous allons les parcourir en presque 8 heures avec un grand express. Nous quittons Datong le lundi 14 octobre vers les 8 heures. Nous sommes tractés par une machine diesel, les derniers kilomètres avant Pékin n'étant pas électrifiés. Nous filons à bonne vitesse à travers la campagne chinoise. Nous allons voir à plusieurs reprises ces locomotives livrées à une époque par le groupement 50 Hz, un groupement européen. Les Chinois sont toujours en train de manger. Ils achètent souvent ces plats lyophilisés. Nous tentons l'expérience, nous y ajoutons une petite saucisse chinoise et les sauces à disposition. Mais finalement, c'est pas terrible. Les derniers kilomètres avant Pékin s'effectuent dans un paysage beaucoup plus montagneux. Nous arrivons à Pékin, terme de notre voyage en train. Nous avons fait près de 16 000 km. Nous sommes à la gare de Xi, qui veut dire gare de l'Ouest. C'est pour nous la fin des kilomètres en train. Il nous reste 4 jours pour visiter la ville et ses alentours.
Nous sommes sur la place Tiananmen, au centre de Pékin. Ici, le palais de l'Assemblée du peuple, le mausolée de Mao, le monument aux héros du peuple, un bâtiment de style anglais, et le côté de la cité interdite avec le portrait de Mao. Il y a toujours beaucoup de monde sur la place Tiananmen, que ce soit des Chinois ou des touristes étrangers. Mardi 15 octobre, nous débutons la visite de la cité interdite. Elle abrite le palais impérial. Il fut construit sous les ordres de l'empereur Yongle en 1407 et 1420. Les empereurs Ming et Qing s'y succédèrent jusqu'en 1924, date à laquelle Puyi, dernier empereur Qing, abandonna définitivement ses appartements. La cité interdite est donc une succession de palais. Nous y rentrons par la porte de la paix céleste, passons la porte du Midi, passons la porte de l'harmonie suprême, avant d'accéder au palais de l'harmonie suprême, au palais de l'harmonie parfaite, au palais de la préservation de l'harmonie. Ensuite, il y a la porte des nuages purs, ensuite le palais de l'abstinence, le palais de la pureté céleste, et tout un tas de palais. Il y a aussi beaucoup de Chinois, il faut jouer des coudes pour pouvoir avancer. Nous terminons la visite en passant par le palais du Long Printemps, le palais de l'Union, le palais de la tranquillité terrestre avec son petit jardin, la porte de la tranquillité terrestre et nous sortons par la porte de la prouesse divine. En retournant vers la place Tiananmen et le centre-ville, nous faisons étape dans un petit restaurant. Nous dégustons un excellent poisson très bien préparé. Pour les Chinois, la présentation des plats est très importante. C'est un véritable plaisir avec les yeux, avant d'être celui du ventre. Dans l'après-midi, nous partons au parc du Temple du Ciel. Il symbolise aujourd'hui Pékin. Il se situe dans un parc de 267 hectares. Beaucoup de Pékinois viennent s'y promener. C'est un havre de paix au milieu de cette ville très bruyante. Les temples sont ronds sur des bases carrées, reflétant l'ancienne croyance chinoise selon laquelle le ciel est rond et la terre carrée. Mercredi 16 octobre, nous partons à la découverte de la fabuleuse muraille de Chine. L'histoire met surtout l'accent sur l'unité de la grande construction du mur original, débuta il y a 2000 ans sous la dynastie Qing. La muraille ne remplit jamais sa fonction première, à savoir contenir les envahisseurs. Gengis Khan aurait déclaré un jour que la solidité d'un rempart dépend du courage de ceux qui le défendent. Pendant plusieurs années, la muraille tomba largement dans l'oubli. Des pans entiers s'effondraient.
Elle aurait pu totalement disparaître si elle n'avait été sauvée par le tourisme. Nous sommes partis avec un minibus plein de touristes chinois. La journée comprend la visite de la muraille de Chine, du tombeau des Ming et des alentours de Pékin. Jeudi 17 octobre, nous continuons à profiter du beau temps pour visiter le palais d'été. C'est l'un des plus beaux sites de Pékin. Le lac Kunming occupe les 3/4 du parc. Cet ancien palais impérial fut agrandi et embelli par l'empereur Qianlong au XVIIIe siècle, puis laissé à l'abandon jusqu'à ce que l'impératrice douanière Cixi entreprenne sa rénovation en 1888. À l'origine, le palais servait de résidence d'été. Il était divisé en 4 bâtiments officiels, appartements, temples, lieux de promenade ou de point de vue. Vendredi 18 octobre. Il faut rentrer. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous partons de l'hôtel en taxi pour rejoindre l'aéroport international de Pékin. Nous allons embarquer auprès du vol C933 de Air China, un 747, départ 12h30, arrivée 17h30, soit 11 heures de voyage avec le décalage, pour parcourir les 8206 km. Nous arrivons à Roissy, puis avec un TGV, nous allons gagner Léon-Pardieu. Ces 11 heures de vol nous ont paru bien longues, à comparer de toutes ces journées passées dans le train. Nous rentrons en France, avec le sentiment d'avoir fait un très beau voyage de près de 16 000 km en train. Lyon, Moscou, Vladivostok et Pékin. Rendez-vous une prochaine année pour un prochain voyage. Les idées ne manquent pas.